Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de La Joie de la semaine. Encore une fois cette semaine, on va parler des différentes nouvelles que j'ai suivies au cours de la semaine et de ce qui s'en vient. Pour commencer, justement, des nouvelles qui ont capté mon attention. Oui, il y a eu le discours de Mark Carney qui était génial, mais il y a aussi eu le lancement de deux initiatives, dont J'adopte le Québec Tech et le fonds Venture Scientist du MILA avec Innovia qui a été annoncé plus tôt cette semaine. On va notamment surveiller ce qui s'en vient la semaine prochaine. Je vais commencer par ce segment et on va parler notamment d'événements et d'initiatives que vous pouvez déposer pour aider à propulser votre start-up. Et cette semaine, un commentaire sur les voitures électriques et nos cibles en matière de lutte contre les GES. Vous allez entendre ça, peut-être un 6 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment dans la tech au Québec. Commençons parce qu'on surveille la semaine prochaine pour la semaine du 26 janvier. Cette fois-ci, pour circonscrire un peu mes efforts de recherche et de veille, je vais vous présenter 5 événements et 5 initiatives à ne pas manquer pour bâtir votre start-up. Un rappel, si vous avez des initiatives à partager, je vous invite à m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com. Vous verrez ça apparaître ici sur YouTube. Il va y avoir un petit écrit avec le courriel. Et sur Spotify, bien sûr, vous ne le verrez pas, mais vous pouvez quand même m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de suivre un peu ce qui se passe de votre côté. Commençons par les événements. Donc, le 28 janvier, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais en fait, il y a Table Ronde qui revient avec Uptable, Sean Cullen de Uptable et PVOhub. Et le 29, donc le lendemain, North Star. Si vous n'avez pas encore pris votre billet, je pense qu'il reste quelques places, ça vaut la peine. Ne manquez pas cette belle opportunité de pouvoir échanger avec des entrepreneurs de votre secteur et d'entendre ce que Dax Da Silva, Frédéric Lalonde de Hopper ont à dire. Et également, plein de panels pendant l'après-midi. Donc, ça débute à 1h, si je ne m'abuse, et ça poursuit jusqu'à la soirée, donc un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine. La semaine qui suit, quelques événements. Le 3 février, si ça vous intéresse, Futurpreneur organise un petit événement qui s'appelle Connexion entrepreneuriale dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et également, à Axé, ici, il y a le Santec en collaboration avec MT Lab et Québec Tech qui organise la journée de l'innovation ouverte. Donc, c'est une occasion également intéressante de pouvoir échanger. Si vous êtes notamment dans des entreprises qui veulent découvrir des jeunes pousses et qui veulent entendre parler de l'innovation ouverte, c'est une excellente opportunité à ne pas rater ici à Axé. Et pour terminer, le 6 février, il y aura un premier salon sur le réseautage d'affaires à Québec qui est soutenu par la Jeune Chambre de commerce de Québec. Donc, à suivre. Si vous êtes à Québec, vous pourriez assister. Il y a également d'autres événements qui pourraient avoir lieu justement à Québec. Et en fait, il y a des événements qui ont lieu en avril, mais et en juin. Notamment, la semaine numérique. Il y a également le rendez-vous numérique. À chaque fois que je me trompe, Caroline, tu m'excuseras. Et vous pourrez retrouver tous les événements justement de Capital Numérique sur un nouveau site, un nouveau calendrier qui permet un peu de mieux suivre les événements qui auront lieu à Québec, organisés par Capital Numérique. Donc justement, le rendez-vous numérique, Interface, mais également Off numérique qui a lieu un peu plus tôt dans l'année. Donc suivez ça. Il y a également le lancement de la programmation du rendez-vous numérique justement qui aura lieu en février, il me semble, si je ne me trompe pas, le 11 février. Donc, vous pourrez regarder ça dans le calendrier. Sinon, ça va me faire plaisir d'en reparler la semaine prochaine pour le lancement. Pour ce qui est de l'accompagnement et du financement, il y a différentes initiatives, encore une fois 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Des opportunités qui viennent à échéance rapidement et d'autres un petit peu plus tard. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité d'ailleurs, il y a quelques opportunités qui se terminaient aujourd'hui en date du vendredi 23 janvier. Notamment le Google Accelerator du Canada et d'autres initiatives. Mais là, il est peut-être trop tard pour en parler, notamment le pitch Alchimia. Donc, regardez quand même. Peut-être qu'il vous reste quelques minutes, quelques heures si vous écoutez à midi exactement à l'heure de diffusion de ce podcast. Sinon, voici des opportunités plus intéressantes pour vous qui s'en viennent bientôt. Le Transatlantique, justement, c'est la CCI française au Canada qui ont un accélérateur pour pouvoir soutenir les entreprises ici, avec un partenariat avec le Centre d'excellence en efficacité énergétique, qui ont créé la deuxième édition d'un accélérateur dédié uniquement à la transition énergétique. Donc, c'est ouvert, vous pouvez appliquer dès maintenant. Je pense que la date se termine assez bientôt, donc n'attendez pas. Pour ce qui est d'une deuxième initiative, sinon le Femtech Breakfast Club, une seconde édition, si je ne me trompe pas également, une plateforme pour soutenir les entreprises qui sont détenues par des femmes avec des solutions en FemTech, donc vraiment des applications médicales pour les femmes en santé féminine. C'est très niche comme secteur, en fait, puis l'organisation cherche à travers le Canada, donc il y a des partenaires un peu partout au Canada pour y arriver.
Mais justement, c'est ce qui en fait la force, le fait d'avoir justement une niche très spécifique sur un accompagnement. Donc, si vous avez des solutions dans le secteur, déposez votre candidature. Du côté de Québec, avec une date limite le 23 février, il y a l'appel à l'innovation 2 degrés avec Recycle Québec. Oui, effectivement, 2 degrés ont annoncé récemment un partenariat avec Recycle Québec. Ça ne fait pas partie de mes coups de main, mais c'est une excellente nouvelle. Et cet appel à l'innovation est fait justement pour aller chercher des solutions dans le secteur du recyclage, notamment dans 3 secteurs d'activité précis, en textile, matériaux de construction et rénovation-démolition. Et ensuite, matériaux de la transition énergétique. Donc, on peut penser à justement les différentes choses qui concernent les batteries. Donc ça, c'est l'appel à l'innovation 2 degrés Recycle Québec. Je vous invite à déposer votre candidature. Il y a également 2 concours intéressants qui ont une date limite un petit peu plus tard. Donc le 11 mars, ça a été annoncé cette semaine, la date limite pour le concours Arista de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ça fait 49 ans, bientôt 50 ans l'année prochaine, que justement la Jeune Chambre de commerce de Montréal récompense des membres de la relève d'affaires qui se distinguent par leur leadership et leur innovation. Avec un axe clair là, sur la responsabilité sociale. Donc, déposez votre candidature dès maintenant, ça vaut la peine. Je pense qu'après ça, il va y avoir une deuxième ronde, justement, puis une annonce, effectivement, avec un événement de grande ampleur. Donc, ça vaut la peine de déposer votre candidature. Et pour terminer, annoncé cette semaine, ou la semaine dernière, si je ne me trompe pas, un concours. À chaque année, il y a ce concours-là, c'est déployé par le gouvernement du Québec qui récompense des sommités, vraiment des sommités en culture et aussi en sciences. Et dans le secteur des sciences, il y a quand même plusieurs choses, notamment en entrepreneuriat, innovation, etc. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas votre créneau si vous êtes une jeune entreprise ou un jeune entrepreneur qui débute, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui pourrait déposer sa candidature, que ce soit un mentor, un investisseur, un expert scientifique. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui cadre dans les critères, bien, suggérez de déposer la candidature, puis peut-être que vous pourriez même faire une proposition pour vous-même, vous pouvez faire une proposition pour cette personne-là. C'est vraiment une reconnaissance inestimable, ça vaut la peine de déposer. C'est vraiment quelque chose que je valorise au maximum. Et je vous avais déjà dit la semaine dernière quelques trucs qui ont encore une date qui n'est pas terminée, notamment les bourses Pierre Pellado. Donc jusqu'au 13 février, le programme validation de Station FinTech et aussi l'Agence spéciale canadienne avec son grand financement. Encore une fois, ça c'est mes suggestions. 5 événements, 5 initiatives pour vous aider à propulser votre entreprise. Si vous avez d'autres initiatives, des programmes, des événements à me partager, je vous le rappelle, nouvelles@lajoiedelasemaine.com. Comme ça, je vais pouvoir en parler la semaine prochaine. Deuxième segment de ce merveilleux podcast, maintenant, c'est ce que j'ai entendu. Donc, les nouvelles qui ont fait vibrer notre semaine économique entrepreneuriale. L'objectif, toujours, c'est vous permettre de moins passer de temps à regarder les nouvelles et aussi de se faire un bon rappel de qu'est-ce qui a fait un peu les manchettes, qu'est-ce qu'on a entendu, des signaux peut-être qu'on a vu passer, mais on a l'impression que ça ne s'est pas vraiment passé. Donc, je vous les ramène à l'avant-scène. Et même chose pour cette catégorie, je vais vous parler de 5 startups que j'ai vues dans les nouvelles. Idéalement, je vais essayer d'en trouver 5, mais je devrais. Puis quand je dis startup, ça peut être quand même un petit peu des entreprises avancées. Et 5 initiatives porteuses pour aider les entreprises. Donc là, bien sûr, il va y avoir une restreinte, une sélection qui va être faite. Donc, ça va être moi qui va être un peu le sélectionneur éditorial, d'après tout. C'est la joie de la semaine. Donc, pour commencer, les startups qui ont fait la une, la première nouvelle qui a porté mon attention, c'est le Match Dux. Dans le fond, c'est un prix qui est donné à des innovations dans le secteur de l'agroalimentaire, des nouveaux produits, des nouvelles tendances de compagnie. Donc, c'est présenté par IGA, appuyé par la MAPAC. Il y a 11 entreprises, donc 5 en démarrage, des entreprises qui viennent de lancer leurs produits, et 6 en croissance, des entreprises qui ont fait plusieurs produits qui sont lancés, qui ont été salués, donc qui sont finalistes du Match Dux. Et vous, comme auditeur et participant, vous pouvez également soumettre votre coup de cœur et sélectionner parmi 12 entreprises qui sont soumises au ballotage. Donc, n'attendez pas. Vous pouvez répondre finalement au concours les dévoilements des prix aura lieu le 12 février au Marché Bon Secours. C'est un événement, vous pouvez participer, c'est ouvert au grand public. Donc, première nouvelle, le Match Dux. Je nommerai pas les 11 entreprises. Là, personnellement, j'ai appris leur nom, mais vous pourrez aller lire la nouvelle. SportLogiq, toutefois, de son nom, une plateforme de données et d'analyse profonde qui utilise l'IA pour suivre notamment les données des matchs, notamment de hockey,
Il y a au moins 31 équipes sur 32. On avait vu la nouvelle, 97% des équipes en font partie. Donc, il y en a une, recalcitrante, qui n'a pas voulu adopter SportLogic. Vient de se faire acheter par Teamworks. Honnêtement, c'est une belle nouvelle. SportLogic ont travaillé fort là, pour bâtir leur entreprise. Donc, on salue toujours des acquisitions qui permettent de justement propulser des fois des solutions à un autre niveau. Puis permettent également aux fondateurs de recouper un investissement initial qu'ils ont fait pour être capable de même investir dans d'autres projets d'affaires. Donc, on le souhaite. Donc, les fondateurs, bravo, toute l'équipe, SportLogic et les investisseurs qui sont derrière ce beau succès québécois. Civilia, troisième nouvelle, Civilia de Longueuil, une entreprise de Longueuil qui fait dans la gestion l'analyse du trafic pour les municipalités et les sociétés de transport. On fait une acquisition récemment ils ont fait une acquisition de Compilation Data Traffic, qui est une autre compagnie québécoise avec un nom, bien sûr, anglophone toutefois, mais une compagnie québécoise. Donc, Civilia était dans les affaires pour parler de cette acquisition-là. Il parlait aussi que maintenant qu'ils ont un nouvel outil à leur arc, une nouvelle flèche à leur arc, si on peut dire, ils vont pouvoir aller viser d'autres marchés canadiens, notamment dans d'autres provinces canadiennes. Donc, go, allez-y, Civilia, agrandissez votre marché. Également, dans les affaires, il y avait un autre article qui était bien intéressant sur OneCare Biotechnologie, vraiment une jeune pousse qui est encore justement incubée à Santec, qui propose une solution pour analyser le sang des patients en psychiatrie en utilisant l'apprentissage profond, donc l'intelligence artificielle. Et dans cet article, il faisait justement un peu un éloge, pas un éloge en fait, plutôt une critique des défis qui viennent avec la réglementation des dispositifs médicaux et du MedTech. Donc, un article à lire vraiment intéressant si c'est un secteur qui vous intéresse. Puis également, ça donne une belle visibilité sur OneCare. Donc, go aux fondateurs, allez-y. Et ça s'est fait en début janvier, mais là, la dernière nouvelle que je veux vous parler, c'est de Landr, Landr, une compagnie qui est quand même, ça fait un petit bout qui opère, qui fait une plateforme de création musicale, mais ils ont fait une acquisition récente, là, ils ont fait une acquisition d'une entreprise suédoise, Reason Studios, qui avait justement aussi une forte communauté de musiciens qui travaillaient avec leurs outils. Donc, bravo Landr, une belle acquisition. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez vu passer l'article, mais Alain McKenna a fait une belle couverture de 10 entreprises qui étaient, selon la presse en 2016, parmi les plus prometteuses dans l'écosystème startup. Et il a fait un retour en arrière. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 10 startups-là? Donc, Landr en faisait partie, mais il y avait également d'autres entreprises comme Breather, Share the Boss qui est devenu Boss.com et d'autres comme ça. Donc, bel article. Je vais le partager également. Mais mes 5 nouvelles, c'était vraiment sur ces 5 entreprises-là. Les 5 initiatives donc, de la semaine, les 5 coups de main, si je peux dire, que j'ai vus, que j'ai entendu parler. Je vais commencer d'abord par les 2 nouvelles que j'ai dit en intro. Donc, le Venture Scientist Fund. Ça, c'est 100 millions de dollars US qui va être investi notamment par Innovia, puis je pense que peut-être d'autres partenaires financiers, mais principalement Innovia, pour soutenir 55 chercheurs qui veulent commercialiser leur innovation en intelligence artificielle pour créer leur start-up. Fait que c'est vraiment, là, quand on parle de transfert technologique, là, d'un passage justement de la science à l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça qui est fait par Innovia. Innovia va gérer via le fonds Discovery, là, justement, ce fonds, ou en tout cas cette allocation de financement qui est plus son fonds en démarrage ou en pre-seed. Puis, d'après l'article de BetaKit qui a couvert la nouvelle, il y a beaucoup d'autres médias qui l'ont couvert également. On s'entend que le MILA et l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup vibrer, puis ça parle beaucoup dans les nouvelles. Mais dans l'article de BetaKit, on mentionnait notamment que c'était vraiment aligné avec les objectifs fédéraux en matière d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas surprenant qu'Evan Solomon, qui est le ministre de l'intelligence artificielle du gouvernement actuel, était présent au MILA hier pour faire une belle allocution. Il a d'ailleurs tiré un peu d'éléments sur le discours que son premier ministre, Mark Carney, avait livré à Davos. Donc, franchement, bravo, belle nouvelle. C'est ce qu'on a de besoin, honnêtement, si on veut faire passer le plus possible des entreprises, de passer de la science à l'action. Donc, go Mila, c'est un beau succès. Autre nouvelle, justement, une deuxième initiative qui me fait un peu vibrer. Puis d'ailleurs, ça s'est annoncé là, récemment, là, donc juste hier, si vous étiez... Hier en date de vendredi, le vendredi 23 janvier. Donc, c'était jeudi 22 janvier que la nouvelle a été sortie. C'est J'adopte le Québec Tech. Une initiative conjointe justement entre la FTQ, Investissement Québec et Québec Tech. L'objectif étant de favoriser l'achat de solutions technologiques qui sont issues de jeunes pousses québécoises par les PME, les manufacturières du Québec. Ça fait quand même une suite logique. Là. Il y avait plusieurs arrêts que Québec Tech avait organisés là, pour faire une tournée d'émaillage dans différentes régions. Donc, avec ça, ils ont justement accumulé beaucoup d'informations sur ce que les manufacturières ont besoin, c'est quoi les enjeux justement au niveau du maillage, mais également une banque de données assez importante
qu'ils ont déjà là, avec Radar sur les startups. Fait que c'est vraiment comme la prochaine évolution, la suite logique d'une tournée de maillage. Grand succès. Honnêtement, je souhaite un grand succès à cette initiative J'adopte le Québec Tech. Si vous êtes une jeune pousse, vous pouvez toujours justement suivre un peu la base de données, fournir l'information sur ce que vous voulez offrir comme solution. Puis bien sûr, si vous êtes une PME ou un propriétaire de PME, J'adopte le Québec Tech, c'est quand même une initiative payante. Donc, vous pouvez adhérer à ce projet-là. Ça vous coûte quand même une adhésion annuelle, mais je pense que ça peut venir avec plein de bénéfices, puis avec justement les compétences de Québec Tech en accompagnement. C'est un bon succès. Donc, longue vie à cette initiative. J'espère que ça va bien fonctionner. Troisième initiative que j'ai entendue, c'est un petit peu plus haut niveau, là, mais c'est du côté de la Ville de Québec. Je trouve ça super intéressant parce que c'est une vision Ville-Port 2026-2035 qui a été annoncée par la Ville de Québec. Puis, je le souligne parce que le port de Québec, après tout, c'est quand même, c'est au cœur de la ville. Puis, dans les dernières années, le port ont toujours été très actifs pour essayer de faire en sorte que leur secteur, ou en tout cas leur lieu, soit vraiment un beau terrain d'innovation pour les petites entreprises, pour essayer de démarrer des choses. Ils ont eu des partenariats avec 2 degrés, avec l'MTLAN, avec le Santec, peut-être même pas que le Santec, mais avec plein d'organisations là, qui ont utilisé leur pipeline d'entreprises pour pouvoir tester des choses au port du Québec. Donc, honnêtement, c'est vraiment, il y a d'autres choses qui s'intègrent là-dedans. Mais pour ce qui est des entreprises, je trouve que c'est une excellente idée de faire en sorte que la ville s'investisse plus puis qu'il y ait vraiment une concertation pour faire en sorte qu'on puisse trouver des meilleures solutions pour l'adéquation entre la ville et le port. Donc, allez lire la nouvelle, c'est super intéressant. Et 2 dernières nouvelles pour compléter. Toujours du côté de Québec, il y avait l'inauguration des nouveaux locaux de Cantino. En fait, c'est un agrandissement des locaux de Cantino pour pouvoir accompagner de 48 à 80... passer de 48 entreprises accompagnées à 84 entreprises, fait que c'est 75 % de plus de présence. Une bonne chose, puis également une collaboration plus profonde avec la Caisse des technologies de Desjardins. C'est une bonne chose, comme je dis, parce que la période d'incubation pour la plupart des entreprises qui sont à Cantino, ça peut être jusqu'à 3 ans, donc ça permet d'en accompagner plus, avoir plus d'espace. Donc, bravo, Cantino, lâchez pas, vous faites un excellent travail. Et je salue dernièrement Martin Couillard parce que justement, c'est la dernière nouvelle. Il a partagé une excellente nouvelle sur LinkedIn, le fait qu'il y a une nouvelle salle blanche à Admaré Bioinnovation au Technoparc Montréal, grâce notamment au soutien de 2 organisations, le Centre d'expertise de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques et DEC, donc Développement économique canadien pour les régions du Québec. Donc, merci Martin du partage. Donc, belle nouvelle pour le secteur des sciences de la vie. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour un peu de ce qui s'en vient. Également les nouvelles que j'ai entendues. Si vous avez aimé ce format un petit peu plus... je suis allé un peu plus en profondeur aujourd'hui. J'ai pris plus de temps pour ces 2 sections de nouvelles. Et là, je termine par le segment éditorial. Le segment éditorial, comme je vous l'ai dit en intro, ça porte sur le monde automobile. En fait, plus précisément, après la récente annonce de Mark Carney en Chine sur le fait qu'il y aurait un certain nombre de véhicules électriques qui vont arriver dans le marché canadien. Moi, je trouve que ça amène une certaine question sur pourquoi qu'on fait ce changement-là. Qu'est-ce que le secteur des véhicules électriques peut amener finalement sur la réduction des gaz à effet de serre au Canada et au Québec. Puis, j'aimerais également avoir un petit peu plus de profondeur sur le sujet. Pardonnez-moi. Mais débutons d'abord par l'excellent discours de Mark Carney à Davos cette semaine. Honnêtement, là, quelle clarté, quelle profondeur. C'est rare, honnêtement, qu'on a autant d'éloquence par un leader international sur les scènes mondiales. C'est sûr qu'on est habitué avec des discours un peu échevéchés, si on veut dire, par Trump. Donc, personnellement, je trouve ça plus intéressant d'avoir un chef d'État comme lui. Si je fais un lien avec lui, comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils viennent de signer une entente. Puis, je trouve que c'est important de revenir sur le secteur des véhicules électriques, notamment parce que c'est le salon de l'auto aussi à Montréal. Pour certaines personnes qui sont passionnées, vous allez pouvoir aller voir beaucoup de véhicules électriques également sur place, parce que selon la Mécana, il y avait quand même une forte présence de producteurs, de constructeurs qui amenaient des véhicules électriques cette année au salon de l'auto. Mais justement, dans cet article-là, dans la Mécana, il a fait une entrevue avec un dirigeant de Stellantis qui parlait justement de l'avenir de l'automobile. Et il expliquait clairement que c'est sûr qu'à terme, tous les véhicules vont être électriques. Le défi, c'est de savoir que ça va prendre combien de temps pour se rendre. Mais personnellement, je trouve que les cibles sont toujours évasives, sont toujours reculées. Et justement, hier matin, il y avait Bernard Drainville, ministre de l'Environnement du Québec, qui annonçait justement une révision des objectifs de réduction des GES, de passer de 2030 à 2035, et également avec toujours l'objectif d'une décarbonation complète en 2050. Personnellement,
même si on peut justifier les circonstances économiques avec l'ALENA, les défis du libre-échange, etc., ce qui me gosse toujours dans ces décisions-là de repousser à terme, puis beaucoup de groupes environnementaux sont des mêmes critiques, c'est que justement, c'est comme si on essayait de ne pas suivre la cadence. En ce moment, l'Union européenne, la Californie, même d'autres États américains progressent intensément pour être capables de réduire leur GES. C'est sûr que dans le reste du Canada, il y a quand même aussi certaines dissonances. Mark Carney, bien beau signer des ententes avec la Chine pour amener plus de véhicules électriques, c'est quand même lui qui a signé une entente avec l'Alberta pour être capable de faire en sorte qu'on exporte encore plus de pétrole hors de la province à travers un nouveau pipeline. Petite dissonance ici, puis je comprends, là, regarde, il y a une nécessité de faire ça pour essayer de préserver la Fédération canadienne, mais moi, puis honnêtement, probablement d'autres personnes, comme Elisabeth May qui a voté pour le budget, trouve ça un peu décevant, puis on se serait attendu un petit peu mieux d'un homme qui était justement à l'ONU pour représenter les changements climatiques. Mais là, je reviens à Bernard Drinville, qui, dans son entrevue, disait que c'est la population québécoise qui va apprécier cette prudence, donc le déplacement de la date à 5 ans plus tard. Mais je vais le dire franchement, encore une fois, puis peut-être que ça va trahir mon opinion sur le sujet, ça ne me dérange pas, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais moi, ce que je valorise, c'est des changements pour des changements, mais des changements qui nous amènent vers le progrès social, qui nous amènent à un petit peu une meilleure justice sociale, pas des changements justement pour faire encore plus engraisser les poches des ultra-riches qui en ont déjà plein les poches. Moi, c'est vraiment en me disant, est-ce qu'on peut faire des changements systémiques, des changements qui viennent faire en sorte qu'on est dans une meilleure situation et pas dans une précarité globale, même dans des sociétés occidentales comme ici au Québec. Et personnellement, je trouve que c'est faux ce que Bernard Drinville dit. Les seules personnes qui vont apprécier cette prudence sont justement les mêmes compagnies et industriels qui vont pouvoir arrêter ou réduire leurs efforts pour implanter des plans ESG, justement, qui sont déjà mis à mal par Donald Trump qui a décidé de mettre la hache dans tout ça. C'est pas la population québécoise qui va être ravie de cette prudence-là. Moi, je pense, puis c'est encore une fois, puis peut-être que les plus âgés vont être nostalgiques d'un temps où il n'y avait pas tous ces critères-là au niveau de l'environnement. Mais je vais le dire comme Carney le dit, la nostalgie n'est pas une stratégie. On n'a plus le temps d'être prudent en matière de climat. Et pour en revenir aux véhicules électriques, puis je comprends là, que la fabrication des batteries, ça vient avec l'extraction de matières premières dans des pays qui, en plus, n'ont pas vraiment les mêmes normes du travail qu'ici au Canada ou au Québec. Mais ça reste que les voitures électriques, c'est quand même un changement qui permet de réduire les GES et ça satisfait d'une certaine façon la volonté du gouvernement à maintenir le statu quo. Parce que ça occupe le même espace sur les voies, ça occupe le même trafic, ça permet de continuer de faire des routes et couler du bitume. Fait qu'on peut-tu au moins faire ce changement-là? Parce qu'au minimum, si on réduit l'utilisation de l'auto à combustion, on va réduire drastiquement nos émissions de GES. Puis c'est ça, un des plus gros enjeux au Québec, c'est que le deuxième plus grand émetteur du GES, ça vient du transport, puis du transport quand même automobile. Et la plupart du temps, c'est les usagers, c'est les individus qui utilisent leur voiture, pas électrique. Fait que, au moins, si on peut faire ça, ça serait bon. C'est sûr qu'en plus, si on avait réussi notre pari, qui était, on s'entend, là, mi-figue, mi-raisin là, au niveau de la filière batterie, on aurait pu en plus envisager ce futur électrique-là en préservant l'investissement dans l'économie du Québec. Mais bref, les insuccès de Nordvolt, Nemaska Lithium, Vail, EcoPro et d'autres, qui devaient là, alimenter un écosystème à Bécancour, on va s'en plaindre, mais c'est dommage, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelques compagnies qui continuent finalement d'être capables de porter cette filière batterie-là. On la met pas toute aux oubliettes, mais ça reste quand même que ça ne sera pas autant le succès qu'on a l'espéré. Cela dit, je vous invite quand même à continuer d'avoir cette réflexion-là. Le véhicule électrique, avec tous les défauts que ça vient, au Québec, c'est la meilleure solution possible pour garder un statu quo. Oui, vraiment agir avec prudence avec les personnes un petit peu plus âgées puis les personnes qui sont plus récalcitrantes à faire des grands changements systémiques. Mais tant qu'on n'aura pas justement de changements systémiques au plan de la décroissance et changer complètement nos habitudes de consommation, il n'y aura jamais réellement de gros changements. Fait que prenons les petits changements qui ont un grand impact. Puis personnellement, les voitures électriques, ça doit être une priorité du gouvernement. La décarbonation et pousser les industriels à ne pas changer leur plan de ESG, même si c'est suggéré par les États-Unis, c'est ça aussi qui peut faire une différence. Donc voilà, c'est ça mon éditorial aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense aussi, puis je ne l'ai pas mentionné, qu'il y a énormément d'entreprises au Québec, des petites, des jeunes pousses qui innovent dans le secteur
de l'avenir énergétique. Donc, je vous invite à les encourager. Je vous invite aussi à les encourager en tant qu'industriels avec des mouvements comme j'adopte le Québec Tech. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine.